Je vais donc partager avec vous mon écran. C'est bon, vous voyez l'écran partagé? Ok, très bien. Donc, pour aujourd'hui, la dernière fois, on a vu ensemble un exemple d'application des traînées électriques qui consiste à cartographier la variation latérale de la résistivité du sous-sol. Aujourd'hui, on va voir les sondages électriques et comme on a vu au cours, donc c'est une variation verticale de la résistivité du sous-sol. On a dit que les sondages électriques ou les données de sondage électrique sont représentées sur un graphe résistivité apparente en fonction de AB sur 2 et que l'on peut obtenir donc différents types de courbes de sondage électrique, des courbes de ce type qui indiquent donc un modèle de terrain avec un seul point d'inflexion. Ou alors on peut trouver des courbes de sondage électrique de ce type, par exemple, avec un fond de bateau. Donc vous avez ici un premier point d'inflexion et un deuxième point d'inflexion, et donc c'est au moins 3 couches. Hein, c'est donc un modèle 3 terrains. Ou alors on peut trouver également des courbes de sondage de ce type. Et donc avec un point d'inflexion à ce niveau et un autre point d'inflexion à ce niveau, et donc vous avez au moins 3 terrains. Alors donc bien sûr on peut avoir plusieurs terrains et on a donc maintenant des programmes qui permettent d'interpréter ces types de modèles. Alors l'objectif, on a dit, c'est de pouvoir une fois avoir établi la courbe de sondage, la courbe de sondage électrique, je sais pas, donc on pourra avoir par exemple une courbe de ce type-là. L'interprétation consiste à trouver donc quel serait le modèle théorique qui va nous donner une courbe théorique qui va se superposer au maximum aux données expérimentales, à la courbe expérimentale. Et c'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, si je reviens sur les données, donc ce sont des données qui proviennent de la zone de Roumanie. Dans cette zone de Roumanie, nous avons donc une plaine alluviale. Une plaine alluviale, c'est-à-dire vous avez de ce côté de la plaine alluviale, donc c'est-à-dire la plaine d'inondation de l'Oued, nous avons l'affleurement d'un socle schisteux que nous retrouvons de l'autre côté de la plaine. Donc vous avez les schistes. Et le village de Roumanie, il est quelque part par là. Et donc vous avez l'Oued de Roumanie qui fait quelque chose comme ça dans la plaine. Voilà, donc l'Oued de Roumanie. Et vous avez une plaine, donc dans toute cette plaine-là, c'est des alluvions. Hein, des alluvions, c'est-à-dire des sédiments récents, très poreux, qui peuvent encaisser donc de l'eau souterraine. Et l'objectif, c'est de chercher dans cette plaine, vous allez trouver des petites fermes, des champs cultivés, et les riverains avaient creusé des puits pour justement chercher de l'eau souterraine. La largeur de cette plaine-là, il peut faire facilement 500 mètres, hein, facilement, hein, 500 mètres
de largeur. Bien sûr, la longueur, c'est des kilomètres. On peut aller jusqu'à 5 kilomètres. Et donc, vous allez trouver ici des champs, des petites fermes, des jardins des riverains et qui souhaitent donc trouver les meilleurs endroits pour exploiter le souterrain et irriguer leur agriculture, parce que le Oued Romani, c'est un petit oued, hein. Il était peut-être un ancien paléofleuve, mais maintenant c'est un oued intermittent, il ne coule pas toute l'année, hein. Et donc il y a un besoin d'eau. Ça, c'est une étude qui a été faite dans la fin des années 80, début des années 90, et donc ça, c'est quand même 30 ans maintenant. Et donc, l'objectif, c'était de chercher dans cette plaine des chenaux, hein, les anciens lits de Oued, parce que le Oued, il est actuellement ici, mais autrefois, il faisait comme ça, hein. Autrefois, il faisait, ouais, je peux le désigner, peut-être autrefois, il faisait ce cheminement, hein, je ne sais pas. Donc, il faut trouver ces paléochonaux c'est là où l'épaisseur des alluvions, donc si je veux faire une coupe, c'est-à-dire chercher par rapport à la surface, chercher l'endroit où ces alluvions sont peut-être les alluvions ici sont moins épais et qu'ils vont faire un chenal, ils vont marquer un chenal ici, et ils sont moins épais, peut-être qu'ils sont subaffleurants. Et en dessous, on sait qu'ici, de ce côté, on a les schistes qui affleurent, et de ce côté, on a aussi les schistes qui affleurent, sur les deux côtés de la rue. Et puis, il y a la route menant de Rabat jusqu'à Zhiliga, puis passer à Khoribga, ça passe quelque part par là, sur cette zone. Hein, ça passe, comme je vous ai dit ici, hein, à ce niveau-là. Et donc l'objectif, c'est de trouver justement les endroits où les alluvions sont les plus épais, et donc ça va représenter les endroits les plus propices et les plus prometteux pour les écoulements d'eau souterraine. Et c'est comme ça que vous trouvez des puits qui sont forés quelque part là, un puits par exemple foré à cet endroit, il n'a pas un grand rendement parce que il n'y a pas beaucoup d'eau, et vous trouvez un autre puits foré ici qui est très bien. Et pourquoi? Parce que le premier puits, il est situé ici, donc directement il rentre dans les schistes. Après, je dirais 5-10 mètres d'alluvion, il rentre dans les schistes, alors qu'un autre puits, il se situe ici, il peut traverser 40 mètres d'alluvion. Et donc, vous pouvez voir que celui qui, à cet endroit-là, serait plus avantagé. Il va drainer toute l'eau souterraine qui existe dans cette plaine alluviale. Il va la drainer vers le barrage de captage. Et donc, l'objectif, c'est de chercher justement ces paléochonaux. Donc, nous, on ne sait pas de quel côté et comment se présentent les choses au niveau de la plaine. Donc, si je prends une coupe donnée, est-ce que ces alluvions, ils marquent un chenal comme ça, de ce côté? Est-ce qu'il passe comme ça, hein? Donc, est-ce qu'il n'y a pas de chenal carrément? Est-ce qu'il passe comme ça? Il n'y a rien ici, puis un chenal de ce côté? Ou est-ce qu'il passe, il y a un chenal dans la partie médiane, etc. Donc on cherche à déterminer laquelle des configurations existe en réalité dans la zone investiguée. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et donc on va réaliser des sondages électriques à cet endroit. Donc on va réaliser des sondages électriques à ce niveau-là.
À ce niveau-là, on peut réaliser donc plusieurs sondages le long du profil pour déterminer justement la variation verticale de la résistivité à la verticale de chaque sondage. Et donc, nous, on avait réalisé énormément de sondages tout le long de sondage électrique 1, par exemple, à ce niveau-là, et puis un autre à ce niveau-là, je l'appellerai 2, et puis un troisième à ce niveau-là, et ainsi de suite. Hein. Donc, je l'appellerai 3. Puis un quatrième à ce niveau-là. Et on avait fait une vingtaine de sondages dans cette zone. Hein, donc, je dirais un sondage électrique N. Et moi, j'ai choisi un profil. Je ne me rappelle pas de quel profil, peut-être un profil dans ce sens, ou un profil qui passe quelque part là. De toute façon, je les ai appelés sondage 1, sondage 2, sondage 3. OK? Et l'objectif, c'est d'interpréter ces sondages. Et quand on aura terminé l'interprétation de ces sondages-là, donc on pourra dire, on pourra représenter ce qu'on a appelé en cours la coupe géoélectrique. Alors là, je vais noir. Donc, supposons que c'est ça le terrain naturel. Donc, j'ai réalisé le sondage SE1 à ce niveau-là, par exemple. Et j'ai interprété, c'est-à-dire j'ai trouvé le modèle théorique qui m'a donné la meilleure superposition. Ça va me donner un premier résultat, par exemple, avec une résistivité de... c'est-à-dire le modèle théorique qui me donne la meilleure superposition, il est formé de 2 couches, par exemple, de 2 couches. La première, il a une résistivité de 100 ohms mètres et il a une épaisseur de 10 mètres. Et puis la deuxième, il a une résistivité de 1500 ohms mètres. Et donc, vous voyez que j'ai 2 terrains. Un premier terrain et un deuxième terrain. Par exemple, moi je donne un exemple. C'est pas ça ce que vous allez trouver. Je réalise l'autre sondage à ce niveau-là. J'ai interprété, j'ai trouvé le modèle qui me donne les meilleures superpositions. Elle est formée de un premier terrain qui a une résistivité, par exemple, et puis un deuxième terrain qui a une résistivité plus faible, et puis qui repose sur un troisième terrain. Donc, par exemple, ici, j'ai trouvé un premier terrain d'une résistivité de 105 et une épaisseur de 5, par exemple. Et puis, en dessous, il y a un terrain qui a une résistivité de 20, donc c'est un terrain conducteur, et qui a une épaisseur de 40 mètres. Et puis, il y a un troisième terrain qui a une résistivité de 1700. OK? Donc là, j'ai trouvé un modèle de terrain. Là, j'ai trouvé un modèle 3 terrains. Et je continue avec les autres sondages. Hein, avec les autres sondages le long d'un profil donné. Donc, je peux commencer à relier maintenant les résultats. J'ai ici un premier terrain qui a une résistivité de 100. Ici, je trouve un premier terrain qui a une résistivité de 105. 100 et 105 sont très comparables. Je sais que dans la zone où je suis en train de faire mon étude,
Il ne faut jamais me dire qu'on ne connaît absolument rien. Je sais qu'il y a un socle schisteux, schisto-gréseux. Je sais qu'il y a des alluvions. Et je sais que je vais trouver de l'eau dans la plaine alluviale. Donc, si j'ai un terrain résistant, ça ne peut correspondre que schiste. Si j'ai un terrain conducteur, ça ne peut correspondre qu'aux alluvions avec de l'eau. Et si j'ai un terrain moyennement conducteur ou moyennement résistant, ça ne peut correspondre qu'aux alluvions, mais il n'y a pas d'eau. Donc, si je reviens à mon modèle, probablement ça, c'est des alluvions. Donc, vous avez 100 et vous avez 20. Là, c'est sûr que c'est très conducteur. Il y a une grande possibilité de trouver de l'eau. Alors qu'ici, c'est plus résistant, c'est 100. Et donc, je peux faire une corrélation. Hein. Je peux faire une certaine corrélation entre ces données. Ça, c'est la même couche qui va continuer de ce côté. Il faut déterminer l'épaisseur. J'ai ici 1500 et 1700. Ça, c'est très résistant. Le dernier terrain, c'est toujours d'épaisseur considérée comme infinie. Ça, c'est probablement les schistes qui affleurent dans la zone. Donc, je peux les relier, cette zone avec cette zone, cette couche avec cette couche. Je ne sais pas comment il continue, est-ce qu'il remonte, est-ce qu'il continue comme ça. Il faut avoir le résultat des autres sondages. Mais déjà là, c'est les alluvions probablement moyennement résistants, donc ils ont une teneur en eau assez faible. Mais ici, ce sont des alluvions qui sont saturés en eau. Et regardez l'épaisseur des alluvions ici, il est petit, alors qu'ici, il fait 45 mètres, 40 plus 5, et 40 mètres saturés. Et donc, c'est notre coupe géoélectrique que l'on cherche à déterminer et qu'est-ce que vous allez essayer de ressortir aujourd'hui. C'est clair. Donc, voilà les données. Les données, vous les avez sur le fichier PDF. Je vous donne à interpréter uniquement 3 sondages électriques. Et je vous demande qu'est-ce qu'il faut faire. Le travail demandé, donc c'est très simple. Traiter les données à l'aide du logiciel que je vous ai fourni, programme d'interprétation des sondages électriques, et interpréter les résultats. Donc il faut dire que voilà, j'ai obtenu pour le premier sondage un modèle de terrain formé de première couche résistivité épaisseur, deuxième couche résistivité épaisseur, troisième couche résistivité épaisseur, etc. Le sondage 2, il est formé d'un modèle 3 terrain, je ne sais pas moi, ça dépend de ce que vous allez trouver. Et puis, une fois que vous avez terminé, vous allez représenter à l'échelle la coupe géoélectrique passant par les 3 sondages. Sachant que la distance entre les sondages, elle est de 50 mètres. Vous pouvez la noter dans votre bloc-notes. Il n'est pas peut-être précisé au niveau des énoncés, mais la distance entre les sondages, elle est de 50 mètres. OK? Vous avez bien noté que la distance entre les sondages, elle est de 50 mètres. Le reste, vous allez le trouver vous-même. Donc, faites une coupe géoélectrique à l'échelle. C'est ça ce que... Alors, pour ce faire, on va faire ensemble on va traiter ensemble le premier sondage électrique. Donc, pour traiter le sondage électrique, vous avez déjà installé le DOSBox, parce que le programme d'interprétation sondage électrique version 4, il tourne sur DOS. C'est un petit programme très pédagogique, c'est pour cela que je préfère l'utiliser que d'utiliser d'autres. De toute façon, on n'a pas de licence. Et donc, vous appuyez avec le bouton droit sur l'exécutable et vous exécutez avec DOSBox, Run with DOSBox. OK? Voilà, il vous donne la fenêtre et vous avez la fenêtre du travail. Il faut bien sûr télécharger aussi
le PDF. Voilà les données que nous allons traiter. OK? Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. OK. Donc, on va faire ensemble le premier sondage et ça serait idem pour les deux autres. Et je vous laisserai les faire vous-même. Donc, on va rentrer les données et on va suivre le menu proposé par le programme d'interprétation des sondages électriques. Donc, entrez le nom de fichier. Vous allez rentrer le nom de fichier. On va l'appeler sondage électrique 1. OK? Voilà. Et la saisie. Confirmez-vous la saisie? Oui. Moi, je vais confirmer la saisie. Donc, je vais appuyer sur O. Vous avez OON. Donc, O. Il vous donne le tableau pour rentrer les données. Donc, on va rentrer ces données-là et on va les parcourir. 1.5, je le ferai moi-même. Donc, 1.5, 90.5. Le poids, ça veut dire, est-ce que vous voulez considérer cette valeur ou vous voulez l'ignorer, l'oublier? Il se peut que vous avez des valeurs aberrantes dans votre tableau qui sont dues peut-être à une mauvaise mesure que vous avez prise sur le terrain, au moment où vous avez été dérangé, je ne sais pas moi. Et donc, si vous avez une valeur qui est aberrante, qui ne colle pas avec les autres, vous pouvez l'éliminer en lui donnant 0. Mais pour nous, il n'y a pas de 0, donc il y a toujours 1. Donc 2, 89, puis 2,5, et puis 5, 88, 74, et puis 7.5, 87.5, puis 10, 85, et puis 15, 75, vous voyez que ça descend. 50, je sais pas, 50, 7, et puis 75, 130, et puis 100, 600, et puis 150, 50 sur 200. De ne pas se tromper dans la saisie pour ne pas commencer à chercher comment corriger. Et puis 675, 300, et puis 225, 350, et puis 300, 420. J'ai d'autres valeurs, je n'ai pas d'autres valeurs. Il me dit entrer AB sur 2, je n'ai pas entré, j'ai terminé, donc je vais mettre échapper. Il faut suivre juste le menu, escape. Donc j'ai terminé. Il me demande est-ce que je veux modifier les données, il se peut que je me suis trompé. Si j'appuie sur M, il va me donner la main de revenir sur le tableau. Donc je peux me balader sur le tableau. Si vous voulez passer de cette page à l'autre page, il faut aller sur sauter par page. Donc je saute par page. Et donc vous avez tout est clair dans le menu. Moi je ne veux pas modifier, j'ai rien. Donc voilà. Et le revenu,
maintenant j'ai rentré les données expérimentales, il me demande de rentrer le modèle théorique. Je reviens sur l'organigramme. Regardez, donc nous avons rentré les données expérimentales, il va établir la courbe expérimentale. Puis on doit rentrer le modèle théorique. Je vous ai dit, il faut lui rentrer un modèle logique qui peut exister sur le terrain. Au hasard, arbitraire. Vous avez des données a priori, il faut les exploiter pour lui proposer un modèle. Mais en tout cas, lui, il va établir la courbe de ce modèle que vous allez rentrer théoriquement et il va essayer de le superposer. S'il n'y a pas de superposition, il va changer le modèle théorique et il va trouver la superposition. Regardez, on va lui demander de superposer. Si cette superposition, elle est bonne, ok, donc on va dire que le modèle théorique correspond au modèle réel. Mais si elle n'est pas bon, elle va changer le modèle théorique. Donc il va le changer. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, jusqu'à retenir le modèle adéquat. Donc, par exemple, si je prends le premier tableau, premier sondage, regardez les valeurs de la résistivité, comment ils varient. 90, ça descend doucement, ça descend jusqu'à un creux, et puis ça remonte. Donc, combien de couches j'ai? Hein? Donc, ma courbe, grossièrement, je vous ai dit sur le terrain, il faut normalement tracer la courbe des données brutes sur le terrain, sur un papier biologue. Donc, grossièrement, la courbe, il fait quelque chose comme ça. Elle descend un petit peu jusqu'à 75 et puis ça remonte comme ça. Donc, il y a un premier terrain de ce côté. Il y a un deuxième terrain qui m'a donné ça. Et il y a un troisième terrain qui m'a donné ça. Mais n'oubliez pas que c'est des résistivités apparentes. Donc, la valeur que j'ai obtenue de 75 ici, il tient compte de la couche conductrice qui a fait baisser les valeurs, mais il y a l'effet de la couche moyennement résistante de 90-89. La valeur ici que j'ai obtenue en fin de compte de 420, il tient compte de la couche qui est très résistante ici, qui m'a fait augmenter les valeurs de résistivité apparente, mais il y a l'effet de la couche conductrice qui est ici et de la couche moyennement résistante qui est ici. Donc, c'est des valeurs de résistivité apparente. Je vous ai dit que ce n'est pas une moyenne. Hein? C'est comme si j'ai mélangé les trois couches pour obtenir un milieu homogène qui m'a donné 420. Là aussi, c'est une résistivité apparente. C'est comme si j'ai mélangé cette couche avec cette couche pour obtenir 75. Là aussi, mais là le dispositif il est petit, je peux considérer que la résistivité apparente est presque égale à la résistivité réelle. Parce que je suis vraiment encore avec du AB petit. Et donc je vais appliquer ce raisonnement dans la proposition du modèle théorique. Donc moi je peux lui rentrer un modèle 3 terrains. Je peux lui rentrer un modèle 3 terrains. Il va me demander la résistivité du premier terrain, son épaisseur, la résistivité du deuxième terrain, son épaisseur, et la résistivité du troisième terrain. Toujours le troisième, le dernier, il est considéré comme infini, comme on a dit en cours. Donc, moi, je vais vous donner, par exemple, au premier terrain des valeurs de l'ordre de 90. Voilà, on donne 90. Avec une épaisseur, par exemple, je vois que la profondeur d'investigation, ça peut-être je ne l'ai pas dit en cours, mais vous pouvez la noter, il varie généralement entre AB sur 2 jusqu'à AB sur 10, par expérience. Donc, vous pouvez, par exemple, moi, je constate que ça change vraiment vers AB sur 2 est égal à 10. Je peux noter ici 10. Mais en tout cas, c'est un modèle théorique. Oui, il va le changer. Et puis, rapidement, ça remonte. Donc, là, la résistivité du deuxième terrain doit être très inférieure par rapport à 75. Je peux lui donner 30, par exemple.
et une épaisseur également de 10. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. Et puis le dernier terrain, qui m'a fait augmenter considérablement les résistivités apparentes, il doit avoir une résistivité nettement supérieure à 420. Parce que le 420, c'est une moyenne je ne sais pas, de 1500, plus les 30, plus les 90, ça m'a donné 420. Mais ce n'est pas une moyenne. Et donc, je peux lui donner ici 1500 carrément. Hein? Je peux lui donner 1500. Vous voyez, il a terminé. Il me dit, est-ce que vous voulez changer le modèle? Si vous voulez changer, non, moi, je ne veux pas changer. Je vais mettre Escape. Désirez-vous saisir les limites de dessin? Oui, bien sûr. Sinon, je vais avoir un graphe qui fait comme ça. Un graphe qui fait comme ça. Et puis, une courbe qui est toute petite ici. Excusez-moi, donc c'est pas une courbe. Une courbe toute petite ici. Il vaut mieux représenter quelque chose qui est correct, comme ça. Donc, il faut saisir les limites des dessins. Alors, on va saisir les limites des dessins. Désirez-vous saisir oui? Donc, on va mettre oui. Il va me demander la valeur de AB la plus petite. On a dit c'est 1,5. Donc, si je mets 1,5, il va écrire 1, parce que c'est une échelle logarithmique. Le logarithme, ça va 1, 10, 100, 1000, 10 000 et ainsi de suite. Donc, la valeur la plus grande, on a dit 400, 300. Donc, si j'écris 300, il va écrire 1000. Si j'écris 300, il va écrire 1000. La même chose ici, la résistivité la plus basse, j'ai rentré, parce qu'ici, c'est un graphe qui est commun pour le théorie et pour l'expérimental. Donc, je vais noter, par exemple, 30, il va écrire 10. Si je note 30, il va écrire 10. Et la plus élevée, 1500, si je vais écrire 1500, il va écrire 10 000. Confirmez-vous la saisie? Oui. Donc, c'est-à-dire, il va maintenant établir les deux courbes. Voilà, les deux courbes. Et par expérience, parce que moi, j'ai travaillé avec les autres courbes, etc. Donc, vous voyez que j'ai obtenu presque une bonne superposition dès le début. Donc, vous avez en croix les valeurs expérimentales, c'est-à-dire les valeurs brutes de terrain, les résistivités apparentes, et vous avez en ligne, en courbe continue, c'est le modèle. Donc, vous avez la courbe théorique qui est en continu, et vous avez la courbe expérimentale qui sont les croix. Et je vais demander au programme de faire la superposition. Donc, pour faire la superposition, on a dit, regardez, c'est l'organigramme. C'est écrit amélioration automatique. Je reviens sur le menu. Automatique, c'est bien noté. Je vais appuyer sur A. Donc, il faut mettre la souris sur le graphe. A. Et regardez. Regardez, il a changé les valeurs que j'ai proposées ici au début. Ce n'est pas 1500, il a fait baisser. Ce n'est pas 90, il a changé. Ce n'est pas 30, il a changé. Il a changé également un peu au niveau des épaisseurs. Et là, regardez, l'ancienne, c'est en pointillé. La nouvelle, c'est en continu. Et quelle est l'erreur? Quoi est égal l'erreur ici? 0,039, monsieur. Donc, c'est 3,9%. 3,9%. Je peux encore lui demander, je ne sais pas s'il va faire baisser. Non, c'est le maximum qu'il peut faire. Si vous avez rentré un autre modèle loi, il peut faire 2, 3 autres itérations. Mais là, parce qu'il est vraiment à côté, donc il n'a pas fait beaucoup d'itérations. Mais en tout cas, vous voyez que vous pouvez rentrer n'importe quoi ici. Il va les ramener sur les données expérimentales. Mais ce programme, c'est un petit programme. Il n'est pas trop robuste. Il ne fait pas beaucoup d'itérations du calcul. Si vous allez lui donner quelque chose de très loin, il va faire 2, 3 itérations, il va bloquer et vous n'aurez jamais, vous aurez votre courbe ici très loin de la réalité et donc vous n'aurez jamais une erreur inférieure à 5%. Donc essayez de lui donner un modèle plus proche parce que ici, moi, j'ai rentré 3 terrains. Si j'ai rentré 10 terrains,
Ah, il vous faut, je ne sais pas, une calculatrice chinoise pour qu'il puisse ramener les données théoriques aux données expérimentales. OK? Et donc, voilà, quand j'ai obtenu cette meilleure superposition, je peux donner un petit commentaire à mon sondage. Le premier sondage fait ressortir un modèle 3 terrains avec un premier terrain d'une résistivité moyenne de 88, la virgule pour les résisticités, c'est pas de 88, et puis un deuxième terrain conducteur d'une résistivité de 27 ohms mètres, d'une épaisseur de presque 11 mètres, et puis les deux reposent sur un dernier terrain très résistant de 1470 ohms mètres. Voilà le commentaire que je peux donner. Et le deuxième terrain conducteur correspond probablement, c'est comme ça que je dois exprimer, correspond probablement aux alluvions saturés aux gorgées d'eau. Le premier terrain correspondrait à ces mêmes alluvions, mais sans eau. Et le dernier terrain, c'est probablement les schistes schistogréseux qui affleurent sur les deux berges de la plaine alluviale. Voilà comment il faut un petit peu donner un commentaire à vos résultats. Et donc, je viens, je porte les résultats ici. Je porte les résultats ici. Au lieu de 100, j'ai 88. Au lieu de 10, j'ai 10,27. Au lieu de modèle de terrain, j'ai trouvé 3 terrains. Et ainsi de suite. Donc, je porte les résultats ici et je passe faire idem pour le sondage électrique 2, etc. Et ainsi, vous serez capable donc de traiter, d'établir la coupe géoélectrique et de répondre aux questions que je vous ai notées ici. Pour la dernière question, ce n'est pas la peine de la traiter pour le calcul des réserves. On le fera en master ou quelque chose comme ça. On verra. Mais pour l'instant, vous traitez surtout les données du sondage. Donc, quand vous allez obtenir une image comme celle-ci, vous allez la prendre en photo et vous allez l'insérer dans votre rapport. OK? Donc, il faut la prendre en photo et l'insérer dans votre rapport et lui donner un petit commentaire comme ce que je viens de faire. Et par la suite, vous allez établir la coupe géoélectrique à l'échelle. J'ai bien dit que la distance entre les sondages est de 50 mètres. Donc, l'échelle horizontale, vous l'avez. L'échelle verticale, c'est le modèle qui va vous le donner. Il faut le représenter à l'échelle. Et vous allez donner une interprétation à votre coupe géoélectrique. Et puis, vous allez dire dans quel endroit recommandé pour le meilleur site d'implantation d'un ouvrage pour capter l'eau souterraine dans la plaine alluviale de l'Oued Romani. Vous nous dites, c'est-à-dire il faut dessiner sur votre... si vous avez trouvé par exemple un schéma comme celui-là, vous allez dire que le forage doit être implanté dans l'endroit où j'ai l'épaisseur des alluvions le plus important. Et donc voilà le puits ou le forage à creuser dans cette zone. Il faut aller jusqu'au schiste. Hein. Vous avez les schistes qui forment le substratum. Et donc, vous avez, je ne sais pas comment il continue, vous allez le continuer. Et donc, vous avez votre ouvrage bien implanté et qui va capter donc la totalité de l'eau souterraine. Alors que si vous allez l'implanter ici ou ici, ça vous n'allez pas capter beaucoup d'eau. Ok, je crois que tout est clair, c'est simple, ça a très bien marché avec les autres groupes. Maintenant, c'est à vous la main de travailler pour le petit programme. Donc, il suffit juste de suivre le menu. Donc, il ne faut pas faire des actions un petit peu maladroites. Il commençait à m'appeler, ça a bloqué, etc. Donc, il faut aller avec le menu et en répondant aux différentes questions. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, on ne va pas travailler avec Surface, ce TP?
Non, il n'y a pas de Surfer. Moi, je n'ai pas utilisé de Surfer pour ce TP. D'accord. Donc, vous faites comme ce que j'ai fait pour le premier sondage, faites-le pour les autres. Bien sûr, vous allez refaire pour le premier sondage. Hein. Moi, j'ai donné un modèle, ce n'est pas le bon. Vous allez trouver un autre modèle. Et aussi, donc faites la même chose pour les deux autres sondages et établissez la coupe et faites le rapport. Le rapport, 2 pages maximum, un PDF, 2 pages avec illustration et commentaires. 2 pages maximum. Voilà. Monsieur qui voulait poser une question, c'est qui? Monsieur, est-ce que vous pouvez reprendre l'explication de l'application Cosmos? Qu'est-ce que je dois reprendre? La démarche. Quand on finit d'insérer les valeurs. C'est très simple. J'ai dit que vous allez sur Surfer. Vous avez déjà téléchargé le programme d'interprétation sondage électrique. Vous appuyez avec le bouton droit. Et donc, il ne faut pas mettre Open with DOSBox. Non, il faut le sélectionner et vous appuyez avec le bouton droit. Vous allez avoir Run with DOSBox. C'est ça ta question? Non, en fait, c'est après avoir inséré les valeurs, comment faire pour la superposition. C'est ça la question. Après avoir saisi les données, vous avez saisi les données, vous allez rentrer le modèle et vous allez lui demander vous allez saisir les limites du dessin et vous allez lui dire, il va vous demander, vous voulez saisir, oui, vous appuyez sur O et il va vous sortir les deux courbes. Maintenant, les deux courbes au début, ils vont être éloignées l'une de l'autre. Vous allez appuyer sur automatique. Automatique, c'est bien. Il faut suivre l'organigramme. Vous avez l'organigramme, c'est clair. Donc, vous allez appuyer sur automatique. Il va superposer, lui, il va faire les itérations de calcul pour optimiser entre les deux fonctions et il va vous donner le résultat. Si cette erreur elle est inférieure à 5%, vous dites oui, je vais prendre une photo de mon écran et l'insérer dans mon rapport. Si l'erreur elle est supérieure, ah ben, dans ce cas, il faut encore appuyer sur automatique. Et si vous voyez que ça ne s'améliore pas et que l'erreur est toujours supérieure à 5%, c'est-à-dire il faut revenir changer le modèle. Regardez. Non, je reviens, changement du modèle. Donc, c'est-à-dire que ce que vous avez rentré ici, ils sont assez loin de la réalité. Essayez de l'aider pour donner un modèle proche des données expérimentales. C'est ça il faut tâtonner avec ça. Hein. Il faut s'y mettre, ça ira. Bien sûr, il faut lire aussi le PDF. Hein. Il ne faut pas. Tout est clair dans l'énoncé du TP. Monsieur. OK. Monsieur. Allez-y. Il y a mon antivirus qui refuse l'installation de l'application. Pardon? Mon antivirus refuse d'installer l'application. S'il le refuse, il faut le bloquer désactiver temporairement et puis installer. Et puis... Je l'ai fait, mais ça ne passe toujours pas. Ah bah écoute, pour ce genre de choses, moi je n'ai pas de solution. Moi, quand je vois que ça marche pour 99% et ça marche pour moi, moi aussi j'ai installé tout ça tout récemment. Et donc je n'ai pas de solution pour ce genre de choses. Peut-être il faudrait essayer. Et puis, je ne sais pas, donc quel antivirus que tu as? C'est anglais. Kaspersky? Non, pas ça. C'est Microsoft Defender, je pense. Defender, c'est même pas un antivirus. Non,
C'est le Microsoft de protection. Oui, mais c'est même pas un antivirus. Non, il faut essayer, ça doit marcher. Hein, il faut essayer. D'accord. Non, mais en tout cas, vous n'avez pas installé l'application. Quelle application dont tu me parles? PIS4, le programme. Non, mais j'ai dit, il faut aller dessus, il faut cliquer avec la main droite. Vous n'avez oui, même... c'est ce que j'ai fait, Vous l'avez copié dans votre PC? Oui. Ben, regardez, vous faites comme ce que je suis en train de montrer. Et normalement, si vous avez installé, est-ce que tu parles de PSE4 ou de DOSBox? J'ai installé DOSBox et PIS4. Non, bon, PIS4, on n'a pas besoin de l'installer. Tu n'as pas besoin de l'installer, c'est ça. Oui. Si tu as bien installé DOSBox, normalement DOSBox, il apparaît dans le menu et regarde, ça c'est DOSBox. Oui, je Donc, l'ai vu. il faut exécuter avec DOSBox. Si tu as installé DOSBox, tu n'as pas ce menu, Si. ben, il faut appuyer dessus. Bon, ça ne passe pas, mais c'est pas grave, je vais réessayer après. Attendez. Si ça ne passe pas, vous désactivez votre exécutable, le PSE4, et vous appuyez toujours avec le bloc droit, mais c'est pas activé. Donc, attendez, non. Parce que tu peux, au lieu de mettre run, tu peux mettre open. Open, juste open. Juste open. Mais quand tu auras une fenêtre DOS, Oui. est-ce que tu as pu trouver open? Attendez. Ouvrir avec. Open with. Oui. Attendez, moi je vais l'ouvrir. Voilà, regardez, moi j'ai open with DOSBox. Tu la vois? Attendez. Attendez que je désactive, j'essaie. Non. Regarde, moi j'ai obtenu cette petite fenêtre open. Moi si je mets open, regardez, je vais écrire, je vais appuyer sur open. Il va m'ouvrir une fenêtre DOS, comme Norton Command. Ben, dans ce cas, je peux écrire PSE4 directement l'exécutable. Et je vais exécuter, je reviens à la même chose. Je vais avoir le menu. D'accord, je vais essayer après. Je répète avec toi encore une dernière fois. Si tu peux directement, mettre... non, maman. Attendez, moi bien sûr l'exécutable, tu ne peux pas l'exécuter. Si tu peux mettre ouvrir, oui. Non, tu ne peux pas l'ouvrir. Parce qu'il ne va pas dans Windows. Non, il faut chercher c'est pour ça qu'on a installé DOSBox, c'est pour permettre d'exécuter ce petit programme. Donc, soit chercher avec les deux possibilités, exécuter with ou ouvrir with. D'accord. OK? OK. OK, je dois vous laisser, donc je dois vous laisser travailler, essayer de se plonger dedans. C'est très simple, vous avez les dossiers, vous avez les données, vous avez les outils, donc il faut faire son TP et faire son rapport qu'il faut rendre dans au plus une semaine, donc c'est-à-dire jeudi prochain à 18h, maximum. OK? Alors moi, quand je vais couper le micro, c'est-à-dire que je ne veux pas répondre, je dois vous laisser travailler. Quand le micro est activé, vous pouvez poser des questions. Oui, monsieur. Comment on va choisir les valeurs arbitraires? J'ai dit, je ne sais pas pourquoi j'explique des choses et on me repose la même chose, c'est la même explication. J'ai dit qu'il faut donner un modèle proche de la réalité. Dans la zone où on travaille, on a la plaine alluviale, c'est-à-dire des alluvions. Ces alluvions, ils peuvent être secs, ils peuvent être saturés, et en dessous, il y a les schistes. Donc ça, c'est le modèle, j'ai déjà une idée. Mais moi, je cherche à trouver l'endroit où les alluvions sont les plus épais.
Donc, il ne faut pas me dire comment on va rentrer ça. C'est ce que j'ai dit, je le répète. Donc, il faut rentrer un modèle plausible, un modèle théorique logique. Et en tout cas, le programme, il va le changer, comme vous l'avez constaté. Il a changé pour superposer. Ok, donc ces petites questions-là, ils vont disparaître avec le travail. Il faut se plonger dans le TP et ça ira, hein, parce que avant de commencer, on a toujours des questions. Mais quand on commence, ça vient tout seul. Ok? C'est toujours l'expérience que j'ai avec les étudiants. On pose des questions alors qu'ils peuvent répondre à la question. Et le plus intéressant, c'est de les laisser travailler tout seuls pour qu'ils maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire. Et comme ça, ça se fixe. Ça permet de figer les idées par la suite. Parce que si je vous donne tout, ah bah, c'est une recette, c'est de la cuisine. Ok, donc il faut se plonger dans le travail, ça ira. Faites comme ce que je vous ai expliqué, et ça ira comme ça a été le cas pour les autres groupes. Bonne chance, bon courage. Dernière question avant de fermer. No questions.